chapelle souterraine, remplie de coffres, de statues et de sarcophages, dort sous le donjon de Gisors, à 28 mètres de profondeur. C'est ce qu'affirme Roger Laumois, ex-gardien du château, même si ses fouilles clandestines ont provoqué son licenciement, même si sa femme, délaissée pour un hypothétique trésor, l'a quitté en emmenant avec elle ses 2 enfants. Les années passent et les déceptions s'accumulent. Roger Laumois contacte le général de Gaulle et son plus proche collaborateur, André Malraux. Ce dernier s'intéresse à l'affaire de la crypte, mais bien vite, l'ancien gardien sera considéré comme un mythomane, un doux rêveur. Il en faut plus pour le décourager. Pour retrouver le trésor, il faut des moyens importants et des autorisations en bonne et due forme. Soit, au hasard de ses embauches, Laumois trouve ses mécènes. Lucien Lelieu, restaurateur, et l'entrepreneur Jean Guiblet, dont voici le témoignage. Il logeait chez ce monsieur que je connaissais bien, qui était monsieur Lelieu, dont il est parlé dans le dossier. Oui. Il logeait chez monsieur Lelieu, puis c'est quand il a été plus en confiance qu'il a raconté son histoire de trésor. Et cela vous a intéressé tout de suite ? À l'époque, c'était en quelle année, je me souviens plus, mais j'avais 35 ans, ça m'a amusé en tous les cas. C'est toujours amusant dans la vie, il faut toujours à un moment quelconque, à une époque, chercher un trésor. Alors en 1952, il y a eu la création d'une société de recherche. Société, là encore, sur le plan du principe. Oui, au niveau officiel. Il y a au moins un accord comme par lequel, de ce qui restait pour l'inventeur, puisque vous savez qu'un trésor, c'est toujours partagé en 3. Il y a l'État, le propriétaire du terrain et l'inventeur, que ce qui restait à l'inventeur serait partagé entre nous 3. Entre donc Roger Laumois, Lucien Lelieu et moi. Et vous-même. Voilà, c'était très simple. On avait fait une convention entre nous qu'on avait signée tous les 3, sans problème, comme ça, quoi, de bonne foi, gentiment entre nous. Alors vous avez donc fait les démarches auprès des autorités compétentes. Comment ça s'est passé ? J'ai fait une démarche, puisque je suis dans le bâtiment et dans l'entreprise, dans l'industrie, j'ai fait une démarche auprès de la mairie de Gisors, où je suis tombé sur un maire qui n'était pas très coopératif, qui nous a dit pire que pendre de Roger Laumois. C'était un fou et un ivrogne qui avait abandonné femme et enfants et qui s'était sauvé. Mais enfin, comme Laumois nous semblait être un gentil garçon et ses problèmes familiaux n'étant pas les nôtres, on a insisté, il s'est retranché derrière les Beaux-Arts. Alors, derrière les Beaux-Arts, vous savez que chaque secteur a un ingénieur, un architecte en chef, qui à l'époque s'appelait Monsieur Merlet. Et j'ai rencontré Monsieur Merlet, nous sommes présentés, je lui ai fait part de nos intentions, et j'ai obtenu l'accord de Monsieur Merlet. Voilà comment ça a démarré. Notre projet était de refaire le puits vertical, mais au lieu de le faire n'importe comment comme Roger Laumois, nous on voulait le faire avec des fûts de ciment, enfin faire d'une façon orthodoxe sur le plan du bâtiment, des travaux. Fini les recherches en solitaire, les longues nuits passées au fond d'un trou noir comme la tombe. Avec l'aide de Lucien Lelieu et de Jean Guiblet, les fouilles avaient une chance d'aboutir, et Roger Laumois pouvait prétendre à un peu plus de considération. Hélas, les choses ne furent pas aussi simples. Alors ça n'a pas abouti parce que, effectivement, il nous fallait à la fois l'accord, vous savez, la propriété du terrain est à la ville, si je me souviens bien, et la propriété du monument est aux Beaux-Arts. Alors, il fallait donc l'autorisation de la mairie, propriétaire du terrain, et des Beaux-Arts, responsables du bâtiment. Si nous avons obtenu facilement, et pourtant un architecte en chef des Beaux-Arts, c'est quelqu'un de très bien, et qui est très compétent, le maire de Gisors a commencé par refuser son autorisation, en tant que propriétaire du terrain, et après il a eu la prétention que la ville ramasse à peu près, l'ensemble, il nous laissait une somme infime, 1/5 de la part que nous aurions dû avoir. Oui, donc ce n'était plus très rentable. On veut bien dépenser de l'argent, on veut bien s'amuser, mais on ne veut pas passer pour des imbéciles. En conséquence, nous, on respecte la loi, on a droit à un tiers, puisque c'est Laumois l'inventeur, et qu'on le découvre. Si vous ne voulez pas... alors on avait essayé quand même de lui proposer une solution de façon à limiter le risque. D'accord, on lui donnait une part plus importante, mais il prenait les travaux à sa charge.
Il a refusé et finalement, ça n'a pas eu lieu. Nous, on a considéré que ça allait bien comme ça et on n'a pas insisté. Avez-vous eu l'impression qu'on cherchait à vous décourager sciemment ? Ouais, j'ai l'impression, je crois qu'il est mort maintenant, mais que le maire n'était pas très conscient. Oui, ça le l'aînait. C'est-à-dire qu'il y avait une première raison. La première raison, c'est qu'ils avaient mis dehors le Roger Laumois comme un malpropre, sans grande cause d'ailleurs, car c'est un garçon qui, on peut pas dire que c'était un type ni malhonnête ni incorrect. Mm-hmm. Alors il avait mis, ça le gênait de voir que Laumois revienne dans le circuit. Oui. Je crois qu'il y avait de ça. Empêcher de le faire, oui, indiscutablement, parce que il voulait pas. Moi, j'ai essayé de lui faire comprendre. Je lui ai dit, imaginez qu'on trouve quelque chose, ne serait-ce que des œuvres anciennes, des armes, etc. Excusez-moi, mais avec les journalistes tels qu'ils sont, ils vont faire un tabac extraordinaire autour de ça, et pour la ville, ce serait une bonne chose. Oui, au niveau touristique, c'est absolument, sûr que ça aurait eu mais il était un petit peu limité, si vous voulez, le maire. La suite de l'histoire, c'est Jean-Philippe Béguin qui va nous la raconter. Car tout n'est pas perdu pour Roger Laumois. En 1959, soit 13 ans après la découverte supposée de la chapelle, l'ex-gardien du château de Gisors va rencontrer l'homme qui le rendra célèbre bien au-delà de nos frontières. Voilà, Roger Laumois va tomber dans une ferme en Normandie, qui est tenue par un homme qui était un ancien journaliste, et qui leur deviendra d'ailleurs grâce à Roger Laumois. Et il a besoin d'un porcher, et Roger Laumois se dit porcher. Vous savez, Roger Laumois, il a besoin de travailler. Il fait un petit peu tous les métiers. Il a tout fait, il était laveur de voiture même, vous voyez, il a fait un peu de tout. Et alors il va se faire embaucher chez un homme qui s'appelle Gérard de Sède. Et puis là, ce personnage de Roger Laumois va époustoufler son patron, disons. Il va l'époustoufler parce que Roger Laumois sort de temps en temps quelques phrases en latin. Alors, on se demande que, tiens, un homme qui parle un peu le latin, c'est quelqu'un de cultivé. C'est quelqu'un qui sait certaines choses. Et puis Roger Laumois, petit à petit, va se confier à cet homme-là. Il faut dire que Gérard de Sède va le faire parler également un peu pour savoir qui il est. Et puis petit à petit, un climat de confiance va se créer. Et Roger Laumois va parler à Gérard de Sède de sa vie, de tout ce qu'il a fait, tout ce qui lui est arrivé.